La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. On commence à parler pas mal plus d'hydrogène au Québec, pas sûr que ce soit une bonne idée. Le circuit électrique densifie son réseau de bornes de recharge rapide. La Soul et la Niro électrique 2020 promettent et font tourner les têtes. La transition électrique s'accentue dans le monde avec 5 millions de véhicules électriques. AdÉnergie investit pour accroître sa croissance. Théo Taxi ferme ses portes. Installer des bornes de recharge pour les employés par des grandes entreprises. Est-ce que c'est payant de le faire? On parle avec des gens de 3 entreprises du Québec qui nous donnent leur vision sur le sujet. Tout ça et bien plus encore dans ce 49e épisode du balado « Silence on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent 2 semaines. 2 semaines, encore une fois, où le froid a été assez présent au Québec. C'est normal, c'est l'hiver, on est au mois de janvier, il faut s'y attendre. Donc, 2 semaines là où les nouveaux propriétaires de véhicules électriques apprennent à apprivoiser les particularités des voitures électriques l'hiver. Particularité qui, je vous le répète, est essentiellement qu'une voiture électrique l'hiver, ça démarre super bien. C'est pas un problème. Par contre, on doit ajuster un peu là, nos déplacements en fonction de l'autonomie qui va être réduite. En fonction là, de la température, c'est bien normal, mais sinon, le plaisir d'entrer dans une voiture qui a été préchauffée, dans laquelle on embarque le matin déjà toute chaude pour se rendre au boulot, c'est pour plusieurs un bénéfice non négligeable d'avoir une voiture électrique. On est aussi le premier épisode de post-salon de l'auto de Montréal. Donc, j'étais présent. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour. Beaucoup de voitures. Pas tant de voitures électriques que ça, par contre. Il y en avait quelques-unes, bien entendu, mais pas des tonnes. On a pu voir le Kona qui était sur place ainsi que plusieurs autres modèles de voitures électriques. Donc, j'ai pu croiser certaines figures connues là-bas avec qui j'ai jasé. Donc, si vous vous reconnaissez, je vous salue. Ça m'a fait plaisir de vous y voir. Et puis, en même temps, je vous rappelle que notre balado-diffusion est diffusée toutes les 2 semaines sur différentes plateformes de balado-diffusion telles Balado Québec, Podbean, Spotify. On est également sur Google Play et sur le iTunes Store là, dans la section podcast. Donc, c'est la meilleure façon de nous écouter, de vous abonner sur notre site web www.aveq.ca/silence. Vous allez avoir là l'information pour vous abonner et recevoir nos podcasts directement sur votre tablette ou votre téléphone mobile. Là. Donc, aux 2 semaines, vous n'avez plus à chercher, vous n'avez plus à courailler. Le podcast va être automatiquement téléchargé sur votre téléphone et vous pourrez nous suivre de cette façon. On a eu également, lors du Salon de l'Auto de Montréal, des annonces, des confirmations, en fait, de choses qu'on lisait entre les lignes, mais à tout de moins des belles annonces. Si je peux nommer celle-ci, ce serait l'annonce du gouvernement fédéral, donc de la bouche de la ministre, Mme McKenna, qui a annoncé donc l'implication du gouvernement canadien dans une subvention de 5 millions de $ qui va permettre à Hydro-Québec, via le circuit électrique, d'accélérer le déploiement des bornes de recharge rapide prévues sur le territoire. Je vous rappelle qu'il y a de cela plusieurs mois suite à la pétition que l'AVEQ avait menée pour avoir des bornes de recharge rapide, donc un plus grand nombre de bornes de recharge rapide. On nous avait annoncé là, un changement dans le mode de financement du circuit électrique qui allait permettre d'accélérer
donc le nombre de bornes de recharge rapide. C'est un mode de financement, je vous le rappelle, qui est basé essentiellement sur des profits, l'isolation de profits faite par la vente de voitures électriques, ce qui permet à la société d'État de vendre plus d'électricité. Donc, vous vous branchez chez vous le soir, donc vous consommez un peu plus d'électricité avec votre voiture qu'avant la voiture. Bien, ces montants-là sont estimés. C'est un budget qui est isolé là, des revenus d'Hydro-Québec et qui est donné pour construire donc le réseau, donc plus de bornes de recharge rapide, ce qui va permettre de vendre plus de voitures, etc. Mais puisqu'on est au début de démarrer cette boucle-là, ben ça prend plus de voitures pour consommer plus d'électricité, pour pouvoir faire plus de bornes. Ça prend des sous au début pour démarrer l'installation des bornes. Et là, ce 5 millions-là va venir donner un bon coup de main à Hydro-Québec pour être capable d'installer des bornes de recharge rapide. On parle à court terme là, d'une centaine de bornes rapides qui vont voir le jour, 10 superstations de 4 bornes, puis une quarantaine de bornes rapides sur la rive nord et une vingtaine sur la rive sud du fleuve. De la bouche même de Mme Lampron, directrice du circuit électrique, on va aussi avoir on est habitué aux bornes de recharge en courant continu, là, les BRCC, les bornes rapides. On va avoir maintenant des BURC, des bornes ultra rapides en courant continu de 100, 150 et même 175 kW qui vont être testées à Montréal. Puis une fois la technologie analysée au point fonctionnel, bien, on pourra ensuite, là, évidemment, en déployer dans plusieurs sites là, pour permettre aux voitures qui peuvent aller plus vite que ce qu'on est habitué actuellement. Puis on sait qu'il n'y en a pas des tonnes sur le marché actuellement, mais les quelques voitures qui peuvent se charger à plus que 50 kW ben, pourront le faire là, avec ces nouvelles bornes ultra rapides en courant continu. C'est donc, somme toute, une excellente nouvelle. Alors voilà, moi je vous rappelle qu'à l'AVEC, on est content de ces nouvelles-là et qu'on a demandé au gouvernement canadien depuis longtemps de s'impliquer. On l'a fait à plusieurs reprises lors de représentations auprès du gouvernement, soit par le dépôt là, de mémoire que nous avons fait, seul ou dans certains cas avec d'autres instances telles Mobilité électrique Canada. On a demandé aussi, et on continue de demander, un incitatif fédéral à l'achat de véhicules électriques que nous avons illustré par exemple, une façon simple et rapide de le faire qui serait l'abolition de la taxe de vente fédérale, ce qu'on appelle communément la TPS, sur l'achat d'une voiture électrique. Donc, ça représenterait quand même un pourcentage ou un montant en termes de pourcentage du prix de la voiture qui serait intéressant, qui s'ajouterait aux 8 000 du Québec, là, ce qui pourrait accélérer partout au Canada, mais particulièrement au Québec, étant donné qu'on a aussi une subvention provinciale. Ça pourrait accélérer là, le déploiement des voitures électriques et donner un bon coup de main à cette roue-là qu'on tente tant bien que mal là, de faire avancer depuis déjà quelques années. Alors, mes chers amis, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité pour ensuite écouter une entrevue où on va parler cette semaine d'entreprises qui ont décidé de favoriser l'électromobilité chez leurs employés. Donc, on écoute ça tout de suite après le petit segment d'actualité qui suit après la courte pause. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Le dossier de l'hydrogène a toujours été un dossier chaud chez les électromobilistes et à l'AVEC et plein d'autres endroits finalement, parce qu'on ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée modeste quand même, il faut le dire, de ce mode de transport qui est à la fois fort peu avantageux du point de vue énergétique et du point de vue économique. Le gouvernement québécois continue pourtant de dépenser des millions de dollars pour augmenter sa flotte de 50 véhicules à l'hydrogène, donc 50 véhicules qui vont être en test et qui vont être alimentés par 2 ou 3 stations seulement à la grandeur de la province de pompes distributrices d'hydrogène.
Pourquoi c'est pas avantageux? Ben, sans entrer dans des calculs mathématiques très avancés, disons qu'il est démontré que 55 kWh d'énergie sont nécessaires pour fabriquer l'hydrogène qui permet d'alimenter une auto sur 100 km. Et ça coûte 10 et pour être capable de faire 100 km, ce qui revient donc à un coût et une quantité d'énergie, même, je devrais dire, pour être capable de faire avancer le véhicule, qui est 3 fois plus grande en quantité d'énergie nécessaire sur une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique. Donc, avec le même 55 kWh d'énergie sur une voiture électrique, on fait 3 fois plus de distance. Je vous rappelle également qu'une pompe distributrice pour hydrogène coûte au bas mot 5 millions de dollars. Donc, les voitures entièrement électriques consomment généralement 15 kWh pour parcourir la même distance, donc la distance de 55 kWh. Le coût est d'environ 1,20 $ et la borne de recharge, elle, coûte 900 $. Alors, pour une recharge rapide, on parle d'à peu près 30 000 $. On est très loin du 5 millions de dollars d'une pompe à hydrogène. Donc, évidemment, l'AVEC considère qu'étant donné le peu de rentabilité financière et le peu d'efficacité énergétique de ce mode de transport, l'énergie, sans faire de jeu de mots, devrait mettre à déployer un meilleur réseau de bornes de recharge à la grandeur du Québec de façon à aider les plus de 40 000 voitures déjà sur les routes. Ça sera bientôt 100 000 véhicules sur les routes d'ici un an ou à peu près. Donc, c'est de mettre l'argent au mauvais endroit que d'investir dans l'hydrogène. On en a parlé un peu tout à l'heure, les nouvelles bornes rapides vont se déployer beaucoup plus rapidement au Québec, mais il y en a déjà plusieurs qui ont été installées dans les derniers mois. On sent déjà cette accélération-là. Donc, le réseau s'est intensifié avec les emplacements suivants. Donc, des bornes rapides, donc 2 BRCC, ont été installées à Sorel, au parc Regard sur le fleuve, au 25 rue de Ramsey. 2 BRCC à Repentigny, à la Caisse des Jardins, sur la rue Notre-Dame. Une BRCC à Saint-Félicien, au 1297 boulevard du Sacré-Cœur, aussi dans la Caisse des Jardins. Il y a eu 2 BRCC d'installés à Stoneham et Tewkesbury, au hall de Stoneham. Donc, c'est au 2 avenue Tewkesbury. Ville de Laval, à la caserne 8, 2 BRCC au 555 boulevard Curie-Labelle. Toujours à Laval, au complexe sportif Guimont, 2 BRCC au 4355 d'autoroute 440. 2 BRCC à Laval encore, à l'Aréna Yvon-Chartrand, au 4100 boulevard de la Concorde. Une BRCC installée à Sainte-Jeanne-d'Arc, à la station Crevier. Et finalement, à Lens-Saint-Jean, au bureau touristique, une BRCC installée au 149 route 170. Au Salon international de l'auto de Montréal, Kia Canada a présenté en exclusivité canadienne les Soul et Niro électriques 2020. Encore mieux, on nous assure là, que ces 2 modèles de voitures-là seront disponibles d'ici la fin du printemps 2019 et qu'on peut déjà les précommander. Les 2 modèles seront équipés d'une batterie de 64 kWh et auront une autonomie de plus de 400 km. Il est raisonnable de s'attendre aux mêmes 415 km que la Hyundai Kona électrique qu'on a actuellement. Le Kia Soul 2020 a été entièrement redessiné. La puissance du modèle électrique a été augmentée grâce à l'utilisation des mêmes composantes que le e-Niro et on passe maintenant à 200 chevaux contre 109 pour la version 2019. La Soul délaisse également le CHAdeMO pour adopter le standard CCS Combo pour la recharge rapide. Bien que l'information reste à être confirmée, on s'attend ici aussi à l'utilisation des mêmes composantes que le Niro avec un chargeur embarqué de 7,5 kW, donc 10h30 de recharge sur le 240 volts, et d'une recharge rapide à 80 kW avec des pointes à 100 kW. L'intérieur de la Soul est complètement revampé et l'équipement offert rejoint tous les autres VI de la même gamme. Le prix de la e-Niro 2020 n'est pas encore dévoilé. Par contre, on nous annonce déjà que la Soul V 2020 commencera autour de 40 000 $. On nous assure aussi qu'elles seront toutes les deux disponibles d'ici la fin du printemps 2019 et qu'on peut déjà les commander chez les concessionnaires. Selon les statistiques agrégées par le Zero Emission Vehicle Alliance, la transition électrique continue de s'accélérer autour du globe. Les ventes de véhicules électriques atteignent de nouveaux records en 2018, avec plus de 2 millions d'unités, une augmentation de 70 % par rapport à 2017. Selon la ZEV Alliance, il y aurait maintenant plus de 5 millions de véhicules légers branchables sur les routes à travers le monde. La Chine domine toujours avec cette progression spectaculaire, mais le reste du monde n'est pas en reste, comme l'illustrent différents graphiques
produite par la ZEV Alliance. Fait intéressant, aux États-Unis, la révolution électrique est largement dominée par la Tesla Model 3, qui est responsable de la plus grande partie de la progression de vente de véhicules électriques. C'est d'autant plus spectaculaire que la Model 3 gruge de façon évidente les parts de marché électriques des autres constructeurs qui peinent à s'y adapter. Le fabricant de bornes de recharge québécois AdEnergy prévoit investir 30 millions de dollars d'ici 3 ans pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord, ce qui devrait se traduire par la création de 130 emplois. L'entreprise de Québec a annoncé un ambitieux plan d'expansion qui devrait lui permettre d'augmenter sa production et de développer de nouveaux marchés tant au Canada qu'aux États-Unis. On est en pleine croissance et nos chiffres d'affaires doublent annuellement depuis au moins 5 ans, a indiqué au Journal de Québec le grand patron d'AdEnergy, Louis Tremblay. L'entreprise, qui emploie déjà 150 personnes, prévoit doubler sa capacité de production à son usine de Shawinigan. La superficie de l'immeuble passera de 25 000 à 45 000 pieds carrés. On vient tout juste d'apprendre que la compagnie Théo Taxi a décidé de mettre la clé dans la porte et de cesser ses opérations après une dernière année passablement difficile du point de vue financier. Pour plein de raisons que nous n'avons pas le temps d'élaborer ici, la compagnie Théo Taxi donc, a dû mettre à pied l'ensemble de ses chauffeurs et de mettre au rencard pour l'instant la totalité de son parc de voitures électriques. Nous vous rappelons que les déboires de Théo Taxi ne sont aucunement liés au fait que sa flotte était électrifiée, même que selon certaines sources très proches de Théo Taxi, le fait d'avoir eu des véhicules électriques a surtout permis de prolonger la vie de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun lien entre le fait que l'entreprise avait décidé de rouler 100% électrique et les problèmes financiers qui l'ont accablé. C'était plutôt des problèmes liés aux ententes de travail et à la façon, à la structure même financière de l'entreprise. Donc, c'est avec regret que nous apprenons la disparition du pionnier en électrification des taxis à Montréal, Théo Taxi. La mission de l'AVEQ se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, une question qui revient souvent à l'Association des véhicules électriques, c'est toutes les questions qui touchent la recharge des véhicules électriques sur les lieux de travail. On sait qu'au Québec, il y a un programme de subvention qui incite les entreprises à installer des bornes à l'usage de leurs employés. Plusieurs entreprises l'ont fait de leur propre chef, d'autres l'ont fait suite à des demandes des employés. Et on a avec nous sur le podcast plusieurs personnes concernés par le sujet. Alors, je vous les nomme. On a une belle brochette aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a Corina Thévenin, qui est chef de division de communication pour La Ronde. Bonjour, Corina. Bonjour. On a également Marie-Ève Chapdelaine, qui est conseillère en développement durable chez Cascade. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Ensuite, on a deux personnes qui travaillent chez Cima Plus. Donc, Steve Tremblay, qui est ingénieur mécanique en bâtiment. Bonjour, Steve. Bonjour. Et on a François Belletête, qui est également chez Cima Plus comme chargé de projet, qui est ingénieur civil. Bonjour, François. Bonjour.
Donc, en fait, vous êtes tous là aujourd'hui pour parler de bornes de recharge sur les lieux de travail. Donc, je le disais en entrée de jeu, il y a un programme gouvernemental qui fait la promotion donc, de l'installation de bornes de recharge au travail. Pour les gens qui ne seraient pas familiers, là, c'est le programme qui s'appelle Branché au travail. Il y a un remboursement, une aide financière qui est donnée par le gouvernement. C'est 50% des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 5 000 $ par connecteur là, pour une borne munie d'un ou de plusieurs connecteurs. Donc, et 5 000 $ pour borne de recharge sans fil pour ceux qui en ont. Et c'est un maximum de 25 000 $ par année civile. Donc, ça permet quand même de faire plusieurs installations. Des entreprises en ont fait. On commence à en faire. J'ai envie de parler en premier lieu avec Marie-Ève Chapdelaine de Cascade qui s'est démarquée à plusieurs reprises pour ses implications en mobilité électrique et en développement durable. Donc, chez Cascade, l'installation de bornes de recharge, vous n'avez pas pris ça à la légère. C'est un statement dans lequel vous êtes lancé de façon assez intense. Parle-nous-en donc un peu, Marie-Ève. Oui, on s'est lancé de façon très intense. Ça occupe une bonne partie du temps de l'équipe, entre autres. On a fait un statement. En fait, l'idée de base vient d'un employé. C'est ce que je trouve intéressant de parler de notre histoire parce que ça prouve que tout est possible. C'est un employé qui chérissait le désir que Cascade ait des bornes pour que lui voulait se brancher. C'était une chose. Il voulait faire l'acquisition d'un véhicule électrique. En fait, son véhicule était en commande. Et puis, à un moment, il a vu un petit peu plus loin en disant, oui, ça va répondre à mon besoin à moi, là, mais je ne suis sûrement pas le seul chez Cascade qui aimerait ça se brancher. Fait qu'on a commencé à se monter un petit groupe de travail. Puis nous, on a vraiment monté un business case qu'on est allé présenter à la direction. Ça a été vraiment une demande qui a été poussée par le bas vers le haut. Puis, on a voulu aussi installer les bornes. On connaissait le programme Branché au travail. On a fait nos devoirs là-dessus. On a présenté tout ça. Puis, on a voulu pousser un petit peu plus loin aussi en disant que, les freins à l'acquisition d'un véhicule électrique, c'était lié à la recharge au travail pour être capable de retourner de façon sécuritaire à la maison. Puis, c'était lié aussi aux frais, dans le fond, au coût d'achat du véhicule. Donc, on est allé pousser plus loin en plus d'avoir convaincu la direction d'installer des bornes partout sur les sites de travail. On a poussé pour qu'il y ait une aide financière aussi qui soit offerte aux employés pour l'acquisition d'un véhicule électrique qui soit neuf aux usagers. Oui, et dans votre cas, je pense que c'est important de mentionner que l'usine Cascade, entre autres à Kings et Falls, contrairement à une compagnie qui serait à Montréal ou à Québec, par exemple, il y a beaucoup de vos employés qui n'habitent pas Kings et Falls, donc qui font un déplacement qui est quand même assez grand. Donc, peut-être plus que pour d'autres compagnies, la possibilité de pouvoir se recharger au travail devient un enjeu important pour l'acquisition du véhicule, comme tu as bien mentionné. Donc, on peut très bien comprendre que c'est un levier qui était intéressant dans votre cas. Je vais maintenant parler avec Steve et François de CIMA. François, dans votre cas, toi, tu es un employé de l'entreprise. Est-ce que les bornes de recharge, c'est une initiative des employés chez CIMA ou c'est une proposition des patrons? En fait, on va remonter un petit peu dans le temps. Moi, j'ai fait de l'acquisition d'une Chevrolet Volt, véhicule que j'ai adoré, en décembre 2012. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Puis dans le monde de l'électromobilité, chaque mois qui passe, il y a tellement d'avancements que ça a l'impression d'être une année. Puis, fait que moi, dès le départ, avant de faire l'acquisition, j'ai vérifié avec les associés au bureau à savoir s'il y avait une ouverture pour mettre des bornes de recharge au bureau. Puis, la réponse a été positive dès le départ. Mais nous aussi, ça a été un business case un peu qu'on a monté. L'année d'après, Steve a fait l'acquisition, lui aussi, d'une Chevrolet Volt. Il pourra vous en parler tantôt. Fait que là, on était deux. On avait 2 fois plus de poids. Puis, comme Steve il était associé et délégué aussi chez CIMA, ben ça l'a fait apporter le dossier à un autre niveau un petit peu. Puis finalement, on a inauguré les bornes en juin 2015. Donc, ça a pris quelques années, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait toute la préparation du dossier, puis juste la construction en tant que telle, qui a pris quelques semaines et voire quelques mois. Puis, on a quand même réussi à faire installer 4 bornes. Puis aujourd'hui, vous voyez, on est rendu 6 électromobilistes au bureau. Donc, on manque de bornes.
C'est des beaux problèmes, hein? C'est un heureux problème, effectivement. Oui. Je vais revenir à Steve, ça sera pas long. Karina, toi, à la ronde, les bornes de recharge, l'initiative vient de où? Bien, ça a commencé parce que notre présidente, Janine Durette, elle a acquis un véhicule électrique, donc au début de janvier. Donc, elle a été une des premières personnes à avoir ce type de véhicule-là. Puis ensuite, il y a eu un autre employé. Et là, on est rendu avec 6 personnes au bureau, dans le fond, qui ont un véhicule électrique. Donc, il y avait enfin un besoin, une demande. Mais la ronde, dans sa mission de devenir plus vert aussi. Donc, on cherchait quand même certaines opportunités de comment. Et là, en ce moment, on a commencé l'installation. Dans le fond, on a 8 bornes pour les employés parce qu'au fait, à la ronde, on a 85 employés permanents. Et pendant l'été, avec les saisonniers, on est près de 1000 employés. Donc, il y avait un besoin quand même pour avoir ces bornes-là. Et on a même décidé que pour la saison prochaine, on allait en installer aussi quelques-unes pour offrir à nos clients gratuitement. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, quand ça vient par la partie patronale, c'est sûr que ça donne un push assez rapide au projet, mais souvent, on voit que les employés ont l'idée, puis aux endroits où ça a bien fonctionné, il y a un dossier qui a été monté. Donc, c'est pas juste un courriel ou une requête « Hey, on aimerait ça avoir des bornes ». Il y a eu un petit dossier qui s'est monté, il y a eu de l'analyse un peu, de la recherche préalable, les coûts, les retombées. Donc, le dossier s'est mené jusqu'à la direction, mais de façon un peu mieux organisée, je dirais. Steve, chez CIMA, évidemment, toi, tu voyais François qui avait sa voiture, qui demandait à avoir qui aurait aimé avoir des bornes. Toi aussi, tu t'intéressais à la voiture. Quels sont les éléments, dans le fond, la petite corde sensible là, que l'employé fait vibrer chez le patron, qui l'amène à réfléchir parce qu'on n'a pas tous, les patrons n'ont pas tous une voiture électrique, n'ont pas tous l'intention de s'en acheter une, mais des fois, on dirait qu'on ne réussit pas à faire vibrer la corde sensible du patron pour le bienfait de l'installation de ces bornes-là. Toi, qu'est-ce que tu considères qui est les éléments importants qui doivent être amenés ou mis de l'avant pour favoriser l'adhésion à avoir une borne? Bien, pour favoriser l'adhésion d'avoir une borne, c'est sûr que une fois que le dossier est amené, on voit, c'est sûr que les coûts qui rentrent en premier lieu, là, c'est toujours une des premières choses qu'on regarde. Mais en même temps, dès que le dossier est bien monté, on voit qu'il y a des subventions admissibles, qu'on est capable de réduire énormément les coûts, ou l'emplacement qu'on peut jouer le plus, c'est vraiment, là, regarde, c'est bon pour l'environnement, c'est une bonne visibilité pour l'entreprise, puis aussi, CIMA+, ben on tend plus vers l'énergie verte, des choses comme ça. On fait des programmes d'énergie solaire, des choses comme ça. Fait que si on jouait sur le côté là, vert du projet, de bienfait pour la planète, puis en même temps, ça faisait refléter les valeurs de l'entreprise. C'est un peu comme ça que moi et François, on l'a apporté au niveau du comité de direction. Là. C'est cet angle-là qu'on a pris pour pouvoir là, bien faire passer le projet. Oui. C'est sûr que quand il y a déjà une prédisposition vers les initiatives vertes, ça aide grandement. Marie-Ève, chez Cascade, on sait que se tourner vers l'environnement, c'est un élément qui est important chez Cascade. Vous l'avez fait bien avant les voitures électriques. Dans le fond, quand vous avez monté votre dossier, est-ce qu'il y a des critères ou des éléments particuliers sur lesquels vous avez mis le focus pour donner l'élan nécessaire pour que ce projet-là soit accepté par la direction? Honnêtement, c'est super bien préparé. On connaissait les coûts approximatifs, on connaissait les programmes en place. Nous, on a misé beaucoup sur la mobilisation du personnel, l'engagement du personnel, le sentiment de fierté. Ça a été vraiment plus notre élément de vente parce que, on savait qu'il y avait un coût rattaché. Il n'y a pas vraiment il n'y aura pas de gain à court, moyen terme, long terme pour l'entreprise parce que, c'est une dépense d'installer une borne, puis c'est un service offert aux employés. Mais on a vraiment misé sur l'ADN vert de Cascade, les projets verts, ils mobilisent toujours les employés. Les gens sont fiers de travailler pour l'entreprise qui pose des gestes en ce sens-là. On a travaillé beaucoup notre projet avec ça. On est allé vraiment chercher la fibre verte des employés chez Cascade. C'est comme ça qu'on a vendu le projet. Puis après ça, honnêtement, la direction, elle était, de notre côté, a été facile à convaincre.
Puis en fait, ils ont embarqué dans le mouvement carrément aussi parce que, bon, la direction, notre président s'est acheté un véhicule électrique dans ce mouvement-là. Nous autres, ça a vraiment créé un gros buzz chez nous. Là. On parle beaucoup de l'électrification des transports. Ça a vraiment fait, puis ça a explosé, les demandes ont explosé, puis on n'en avait quasiment pas qui roulaient électrique au moment où est-ce qu'on a déployé. Je disais tantôt, ça vient d'un employé. On avait 3-4 personnes qui roulaient électrique, qu'on avait connaissance parce qu'on voyait les véhicules branchés dans les stationnements sur des block heaters, les recharges qui étaient disponibles sur les prises 110. Fait on est allé voir ces employés-là pour leur poser des questions. Puis, il y avait un besoin vraiment. Là, ces gens-là se dépannaient avec ces solutions temporaires-là, mais il y avait un besoin. Puis après ça, le besoin, on l'a mis en fait, on a créé l'infrastructure, puis les gens sont venus vers on a répondu à un besoin, en fait, en faisant ça. Donc, ça a été facile de l'emmener. Puis, il y a une super belle fierté. Le projet a vraiment, au-delà de nos attentes, là, il y a vraiment eu une super popularité. OK. Karina, une question qui me vient à l'esprit. Ça fait combien de temps que les bornes ont été installées à la ronde? Nous autres, ils viennent toujours de les installer, donc c'est tout récent. OK, donc c'est un peu trop tôt pour te demander l'impact que ces bornes-là ont eu sur la popularité des voitures électriques chez les employés de la ronde. Nous, quand même, ça a commencé il y avait 2 personnes qui avaient une voiture électrique il y a quelques mois, puis là, on est rendu à 6. Donc, au départ, ces employés-là se branchaient vraiment de façon sur l'espèce de prise. Donc, on n'avait pas de borne, donc ils devaient recharger vraiment leur voiture de cette façon. Mais on a vraiment remarqué que de plus en plus, on avait des employés qui s'achetaient des voitures électriques. Donc, il y a eu un besoin qui s'est créé aussi. Mais ça fait partie de nos valeurs quand même d'avoir des initiatives plus vertes, si on peut dire. Donc, on a même une voiture pour notre patrouilleur de sécurité. C'est une voiture qui est hybride. Donc, on s'en allait déjà dans ce sens-là. Donc, on va pouvoir constater ça au cours des semaines, puis ensuite, quand le parc va ouvrir, parce qu'on va en offrir aussi pour la clientèle. Rapidement, Marie-Ève, tu disais à peu près 4 véhicules électriques au début. Aujourd'hui, as-tu une idée combien d'employés ont des voitures électriques? Nous avons franchi la barre des 70 la semaine dernière. Donc, c'est vraiment, oui. Mais j'ai un bon bassin d'employés qui sont concernés parce que, en fait, on a fait un projet pilote parce qu'on voulait aussi apprivoiser l'infrastructure, apprendre à connaître comment ça fonctionne, quel genre de demande qu'il peut avoir. Puis il y avait aussi on avait besoin de mettre l'infrastructure en arrière parce qu'on offrait l'aide financière. Là, fait que ça a été plus complexe que juste installer la borne. On offrait aussi un programme pour les employés. On a dû développer ça. Fait qu'on le fait sous format pilote juste à Kings et Falls pour commencer. Fait que dans le fond, cette année devait être une année de test pour le projet à Kings et Falls. Donc, on devait faire toute 2018 à Kingsey, puis après ça, déployé au Québec dans une première phase post-Kingsey Falls. Puis finalement, on a déployé plus tôt que prévu à l'ensemble du Québec parce qu'on avait trop de demandes ailleurs par les employés. Donc là, on a installé dans le fond, on vient de finir nos installations la semaine dernière aussi. On a posé, là, on a 80 bornes au Québec. Ça inclut des bornes rapides aussi. Puis, c'est ça, fait que tranquillement, pas vite, là, vu que les bornes ont été déployées dans l'ensemble de nos sites au Québec, à chaque fois qu'on arrivait avec des installations, là, on créait un buzz, les employés voyaient c'était quoi, puis là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, dès que la borne, elle vient en place, là, c'est vraiment un must d'avoir une borne sur le site du travail si on veut le déployer comme il faut, puis on veut créer l'engouement. Parce que, une fois que la borne est là, comme tu disais tantôt, nous, on est en région, les gens voyagent beaucoup pour venir à certaines de nos usines. On venait de briser le frein, puis là, après ça, les gens y embarquent. Fait que c'est pour ça que c'est exponentiel. Okay. J'ai maintenant une question, je vais la poser à Steve. Quand on a l'idée, puis on met ça sur papier, puis on a des bons arguments, hein, vous le savez, vous êtes en ingénierie, sur papier, il y a bien des affaires qui marchent. Quand vient le temps de le déployer après ça, puis qu'on tombe dans le concret, des fois, on rencontre des petits problèmes qu'on n'avait pas prévus. Pour vous, chez CIMA, quand est venu le temps de déployer les 4 bornes en question, est-ce que vous vous êtes confronté à des problématiques, je sais pas moi, difficultés gouvernementales avec les subventions, difficultés techniques, difficultés d'accès à l'électricité, peu importe. Est-ce que vous avez eu des embûches ou ça s'est fait vraiment smooth? Ça, c'est quand même très bien fait parce qu'on
Dans le fond, en travaillant dans le domaine de l'ingénierie, on a bien préparé nos plans et devis. Fait que c'est sûr que l'électricité, les bornes sont comme situées sur l'autre côté du bâtiment. Il y a des tranchées à faire, des conduits vides qu'on a passés, mais en général, ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'il y a des petits accrochages qu'on a vus en cours de route, là, où placer exactement le boîtier de raccord, des choses comme ça. Mais une fois que tout ça était réglé, ça a super bien été. Au niveau des subventions, on a soumis tout ce qu'on avait besoin là, pour pouvoir là, avoir les subventions. Puis en dedans là, d'un 4 à 6 semaines, si je me souviens bien, là, les subventions étaient déjà remboursées. Puis lorsqu'on a fait la demande, nous, c'était sous l'ancien programme qu'on avait le droit à une seule demande, puis on a le droit jusqu'à 75 % de remboursement. Donc, au total, là, c'est ça, on a peut-être eu un 18-19 000 de remboursement sur un total de 25 000 que ça avait coûté. Puis si tu me permets de rajouter, Steve et Martin, on a planifié déjà d'avoir un panneau électrique en conséquence d'avoir un jour une douzaine de bornes. Donc, on a déjà fait passer les tuyaux vides. Puis, quand ça sera le temps, bien justement, là, on commence à en reparler parce que là, on voit qu'on est victime de notre popularité un petit peu. Mais il y aurait la possibilité d'avoir une borne pour chacune des cases de stationnement du côté ouest de notre bâtisse. Oui. François, en même temps, ça m'amène une question. Étant donné que vous avez réclamé les subventions du programme Branché au travail, je rappelle pour nos auditeurs que le programme a certaines contraintes. Il donne de l'argent, mais une des contraintes, c'est que les bornes installées avec le programme doivent être rendues disponibles aux employés, et ça gratuitement. Donc, on ne peut pas charger nos employés pour les utiliser. C'est l'une des contraintes. Et l'autre contrainte, elles doivent être réservées uniquement à l'usage de nos employés, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas les installer, par exemple, dans un lieu public qui fait que n'importe qui pourrait y aller, les utiliser, puis bloquer l'accès à la borne, qui ferait que notre employé, lui, ne pourrait pas l'utiliser. Donc, elle doit, pour une période de 2 ans, elle doit être réservée pour l'usage exclusif des employés. Moi, la question qui me vient et qui est souvent posée, quel processus avez-vous prévu? Évidemment, les entreprises pour lesquelles le stationnement des employés fonctionne avec une carte et une guérite, bien, le public ne peut pas y aller, ça règle le problème. Vous, chez CIMA, quelle est votre méthode pour limiter l'accès aux employés? Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Justement, quand on a monté notre business case, il y avait différentes options qu'on a regardées, dont des bornes intelligentes, mais il faut se rappeler que nous, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix encore de ce côté-là. Fait qu'on a été vraiment pour une solution pratico-pratique avec Rouler électrique et Sylvain Juteau. C'était des boîtiers qu'on pouvait verrouiller tout simplement avec un cadenas et une clé. Puis, on s'assurait d'avoir chacun nos clés avec chacun nos bornes. Puis, à ce moment-là, ben effectivement, on respectait... C'était effectivement une des demandes du programme là, pour avoir accès à la subvention. En terminant, j'ai envie de faire le tour de tous vous autres, vous quatre, puis vous poser la même question, voir un peu votre point de vue là-dessus. Un problème souvent rencontré, puis dans d'autres cas, un problème que les gens ont peur, puis c'est pour ça des fois que les employeurs n'osent pas, parce qu'on a entendu certaines histoires pas trop intéressantes. C'est le problème à partir du moment où tu mets des bornes, il y a 2 phénomènes qui s'installent. Le premier, ça crée de l'engouement, donc il y a plus de gens qui s'achètent des voitures, donc on a plus de voitures que de bornes. Et là, il y a le Moses de problème, qui a accès à la borne, puis comment on gère le fait qu'on ait plus d'autos que de bornes. Puis comment on gère également le feeling que certains employés nous amènent d'iniquité parce qu'on favorise, c'est une discrimination positive où on favorise les gens qui roulent électrique au détriment des gens qui roulent à essence. Et là, on entend des commentaires du genre, ben... Allez-vous me financer mon gaz? Exactement, parce que vous financez le moyen de déplacement de certains employés et pas ceux qui ont pour X raisons, puis des fois des bonnes raisons. Là, le véhicule que la famille possède, c'est un gros VUS parce qu'on tire une roulotte puis on n'a pas le choix puis il n'y a pas de véhicule électrique qui répond à nos besoins. Donc, c'est des choses qui reviennent. Donc, je vais vous poser la question. On va commencer avec Karina. Toi, de ton côté, est-ce que c'est le genre de problème que vous avez? Puis si vous l'avez, comment vous gérez l'accès aux bornes quand il y a plus d'employés qui ont des autos que le nombre de bornes? Bien, en ce moment, on a cette problématique-là parce que les espaces en ce moment qu'on a pour les voitures électriques, il y a 3 espaces en ce moment. Ça, c'était avant l'installation des fameuses bornes.
Et donc, on gère ça plutôt à l'interne. Là. On sait c'est qui les employés qui ont ces voitures-là. Donc, souvent, ils vont communiquer entre eux autres pour dire moi, j'ai vraiment besoin de charger ma voiture aujourd'hui. Est-ce que tu peux la stationner à un autre endroit? Donc, c'est de cette façon-là qu'ils communiquent. Ça va être un beau problème quand il y aura plus d'employés qui vont avoir des voitures électriques, mais en ce moment, on peut gérer la situation. Donc, Marie-Ève, vous autres, chez Cascade, le nombre de bornes est élevé, mais le nombre de véhicules électriques également est élevé. Là, tu disais tantôt 70 véhicules électriques maintenant. Avez-vous, puis vous avez plusieurs sites, faites-vous face à ce genre de problème-là, le partage des bornes? À Kings et Falls, on commence parce que les bornes ont été installées avant. Ailleurs, vu qu'on vient de terminer le déploiement dans tous nos autres sites au Québec, on va le voir au fur et à mesure. Mais nous, on a réglé un petit peu on a prévu le coût, on a développé une matrice de priorité. Puis, dans le fond, dès qu'une personne fait l'acquisition d'un véhicule électrique, nous, pour qu'elle puisse avoir accès aux bornes, vu que c'est des bornes intelligentes, on a le système de cartes ou d'applications pour que les employés aient accès. Donc, on accompagne les employés dans leur accessibilité. Dans l'accès aux bornes, on a développé un guide. Donc, l'employé prend connaissance du guide pour pouvoir se brancher au préalable. C'est pas compliqué, là, mais ça fait juste expliquer comment le système fonctionne super rapidement. Puis, dans le guide, il y a une matrice de priorité. Puis, on a aussi recensé tous les employés qui achètent des véhicules électriques. On les recense sur notre intranet. Comme ça, tout le monde sait qui sont les autres électromobilistes dans chacune des divisions. Puis, c'est quoi leur véhicule. Donc, dans le fond, s'il y a une Bolt noire qui est stationnée à telle place, on peut présumer qu'elle appartient à telle personne. Donc, moi, je ne voulais pas gérer les bornes. Donc, voici c'est qui, puis arrangez-vous entre vous autres selon la matrice de priorité aussi. La matrice de priorité, c'est bien simple. Dans le fond, un véhicule 100% électrique a priorité sur un véhicule hybride rechargeable. On a 9 types de priorités. Puis on les a classés aussi en fonction des distances à parcourir. Donc, un employé qui arrive de plus loin a priorité sur un employé qui arrive de plus près. C'est super simple, mais en fond, les gens comprennent. Ça l'a réglé notre histoire d'accessibilité en fonction de l'offre et la demande. Puis l'autre point, oui, on l'a eu. Il y a des gens qui nous ont posé dès qu'on a lancé le programme, dans le fond, nous, on a lancé à la fin 2017 le programme de véhicules électriques. Puis en plus, on offrait l'électricité gratuite pour une période de 3 ans parce que c'est une des conditions du programme Branché au travail, mais on offrait aussi une aide financière. Donc là, il y a eu un petit peu de grogne au début. J'ai eu quelques commentaires, mais ça n'a vraiment pas été la majorité. Ouais, allez-vous financer mon gaz? Allez-vous me donner un rabais, moi, sur ma voiture? Puis nous autres, la ligne a vraiment été claire. Le président, il a dit non, moi, j'encourage les gens qui sont innovateurs. Et voilà, ça l'a closé les discussions. Donc, on n'a pas eu d'autres discussions par rapport à ça par après. C'est bon. Steve, vous autres, chez CIMA, pour les mêmes questions, comment ça se gère? Au niveau de la gestion des bornes, c'est sûr, présentement, là, on est 6 sur 4 bornes. Donc, des fois, il y en a qui sont partis au chantier de construction, partis une partie de la journée. Donc, la borne devient libre. On a d'autres clés qui sont dans les bureaux des ressources humaines qu'on peut aller chercher pour débarrer les canaux et se brancher. Présentement, c'est pas vraiment une grosse problématique. Ou sinon, en étant 6 aussi, on sait qui est branché. Fait que si tu as vraiment besoin de te brancher, mais tu peux aller voir la personne et tu dis peux-tu me brancher 2 heures? J'ai besoin de recharger mes batteries, et ainsi de suite. Fait que présentement, c'est pas une problématique. C'est sûr, lorsqu'on va être 8-10 personnes, là, on gérera de quelle façon qu'on va régler ça. Puis l'autre point au niveau de l'autre question, il n'y a pas vraiment eu de commentaires, là, vous payez l'électricité aux gens, ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on était entendu au début avec les 4 électromobilistes qu'on était, c'est qu'on se donnait le choix de soit faire un don à une œuvre de charité, ou bien donc de donner un autre don aussi là, à notre club social. Comme ça, tout le monde pouvait en profiter. Fait que de cette façon-là, les gens n'ont pas vraiment argumenté que l'électricité était payée là, de notre côté. Mais ça revient souvent, si je peux me permettre, Martin, ça revient souvent, ce commentaire-là, parce que j'ai parlé avec plein d'entreprises depuis qu'on a lancé le programme d'accès chez Cascade. Il y en a beaucoup qui me posent la question sur combien que ça coûte en électricité. Puis, nous, avec les bornes intelligentes, on sort des rapports mensuellement pour voir l'évolution des coûts, juste
Puis c'est tellement minime. C'est sûr que nous, on est une grande entreprise avec une consommation électrique très grande parce qu'on a des usines qui roulent 24 heures sur 24. Mais moi, j'estime, puis je ne suis pas gênée de le dire, ce chiffre-là, j'estime que la recharge qu'on donne, l'électricité qu'on donne gratuitement à une personne, ça équivaut à peu près à 50-60 $ par année. Donc, parce qu'on a 1 an d'activité avec le programme, fait que je sais à peu près que selon le nombre d'électromobilistes qu'on a et le coût qu'on a, c'est à peu près 50-60 $. Est-ce que je peux rajouter quelque chose aussi? C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Là, nous aussi, en fait, on a installé une petite télémétrie sous nos bornes pour savoir combien ça coûtait. Puis effectivement, on est dans cette sorte de grandeur-là aussi, de 60 à 80 $. Puis quand tu mentionnes ça aux gens, ils disent, ben moi aussi, ça me coûte ça par semaine. Là, tu dis non, pas par semaine. Ben, par année. Mois. Ben non, pas par mois, par année. Fait que ça, c'est effectivement, ça passe un très bon message. Là. Effectivement. Écoutez, Karina Thévenin, Marie-Ève Chapdelaine, Steve Tremblay puis François Belletête, merci beaucoup du temps que vous m'avez offert aujourd'hui. Je pense que ça va avoir allumé pas mal de gens sur les bienfaits des programmes comme ceux-là, puis quand l'engagement de la direction ou des entreprises est de la partie, ben il y a des belles réalisations qui peuvent se faire. Puis on se rend compte que finalement, les problématiques qui sont soulevées, qui viennent avec ça, donc difficiles à installer, difficiles à gérer, c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est souvent, on en entend parler, mais dans les faits, concrètement sur le terrain, lorsque le programme est bien mené puis bien ficelé, là, il n'y a pas de problème outre mesure qui se vit. Donc, c'est quelque chose qui risque d'encourager les entreprises qui hésitaient peut-être à faire le pas. Donc, à vous tous, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci. 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 Au revoir. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, voici les événements concernant les voitures électriques à venir dans les prochaines semaines. Le 19 février à 19h, j'aurai la chance d'offrir une conférence sur la voiture électrique à la bibliothèque de Saint-Lambert. Ensuite, le 28 mars à 19h, j'aurai encore la chance de donner une conférence sur la voiture électrique. C'est à la bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny. Le 9 avril 2019 à 19h à Victoriaville, Simon-Pierre Rioux offrira une conférence à la bibliothèque Charles-Édouard Maillot, c'est à Victoriaville. Et le 11 avril, toujours Simon-Pierre Rioux, une conférence sur les voitures électriques, le 11 avril à Beauharnois. Le 17 avril 2019 à 19h, conférence sur la voiture électrique que j'aurai la chance d'offrir à la bibliothèque de Pointe-Claire. Et n'oubliez pas, le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est du 3 au 5 mai 2019 à la place Bonaventure. Et durant le salon, le samedi 4 mai, il y aura l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Karina Thévenin, Marie-Ève Chapdelaine, Steve Tremblay et François Belletête. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca et toutes questions générales regardant l'électromobilité, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca.
Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.